On va parler de consommation d'énergie finale du bâtiment, de production d'énergie, de flexibilité du réseau électrique, beaucoup d'évolutions depuis quelques années dans notre compréhension de c'est quoi un réseau électrique à fort taux de pénétration d'énergie variable que sont l'éolien et le solaire, et finir sur la question de la sobriété. Alors je pense que au fond, on va avoir du mal à voir les graphiques, mais c'est visible limite à l'œil nu en regardant un peu les couleurs. La consommation d'énergie finale du bâtiment est stable en tendance lourde, donc on va dire les gains d'efficacité sont plutôt modestes. De même, la part d'énergie bas carbone est très légèrement orientée à la hausse. Donc on va dire la part jaune électrique est en très grande partie bas carbone, et la part verte d'énergie renouvelable, principalement biomasse, est très faiblement orientée à la hausse. Le but étant que la partie verte et jaune, que ce soit à gauche sur le résidentiel ou à droite sur le tertiaire, pèse le plus possible et que cette part jaune reste le plus décarbonée possible dans un contexte où la production nucléaire présente de fortes chances d'être orientée à la baisse. Je ne rentre pas davantage sur les difficultés à construire de nouveaux réacteurs, à prolonger la durée de vie des réacteurs existants. Et donc, il va y avoir une pénétration croissante de l'éolien et du solaire, quel que soit le scénario qu'on envisage, surtout si on veut hautement électrifier. Alors, je vais prendre un peu les sources de production d'énergie une par une. À nouveau, en tendance lourde, la consommation de biomasse solide, donc principalement bois, apparaît stable. Alors à gauche, c'est l'énergie primaire. Voilà, il faut relativiser par rapport aux évolutions de rendement, etc. Par ailleurs, c'est difficile de retracer exactement statistiquement la consommation de bois. Il y a des circuits d'approvisionnement qui ne rentrent pas forcément dans les statistiques. Mais qu'on regarde à gauche ou à droite en ce qui concerne les ventes annuelles d'équipements de chauffage au bois, ce qu'on peut globalement dire, c'est qu'il n'y a pas un raz-de-marée. Il n'y a pas un phénomène de raz-de-marée et que le petit pavé vert que je montrais tout à l'heure n'est pas forcément, est pas parti pour décoller exponentiellement dans les années qui viennent, contrairement à d'autres tendances qu'on va voir. En bas, un mot sur le gaz renouvelable, où là, ça commence à dépasser significativement l'épaisseur du trait. Il y a de nos jours environ 500 sites d'injection de biométhane et, on va dire, c'est un chiffre 2021, mais aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de 7-8 TWh injectés dans le réseau. Alors, la trajectoire de la loi sur la transition énergétique et de croissance verte est assez ambitieuse. Ce serait, d'après Carbone 4, si on veut l'atteindre, de l'ordre de 8 à 11 000 sites en 2050. Donc, ça fait beaucoup de méthaniseurs en plus. C'est pas ici que je vais me prononcer plus que ça sur la faisabilité et la souhaitabilité d'une telle trajectoire, mais une question comme les contraintes qui peuvent peser sur le gisement de biomasse alimentant les méthaniseurs, ça demeure une question ouverte pour éventuellement réaliser ou pas ce potentiel. Un game changer significatif, c'est le décollage, qui finalement date d'environ 5 ans, exponentiel, de pompes à chaleur. On est déjà aujourd'hui à environ 1 million d'appareils installés annuellement. La tendance devrait se poursuivre, et donc ça, c'est assez significatif. Il y a débat sur dans quelle mesure ça concurrence la rénovation, etc. Moi, je ne vais pas être compétent pour aller jusqu'au fond du débat. Évidemment, l'idée est que ce soit complémentaire. Avec une mauvaise isolation, vous allez avoir besoin d'une grosse pompe à chaleur et d'un appoint gaz-fuel. Enfin, voilà, et puis c'est un peu... on perpétue les mauvaises habitudes et cette fuite en avant. Donc évidemment, l'idée étant que la pompe à chaleur soit complémentaire de ce qui est défendu dans le cadre de ce salon. Hop. Électricité. Alors là, c'est une représentation graphique de la part des énergies respectives du réseau électrique européen, qui va être une échelle géographique de plus en plus pertinente, car ce réseau européen est de plus en plus interconnecté. Il y a déjà beaucoup d'échanges d'électricité de part et d'autre de frontières, comme France-Allemagne, France-Espagne, France même en Angleterre, et ces interconnexions vont doubler à horizon 15 ans. Je ne dis pas que la France va consommer beaucoup d'électricité venant de Lituanie, mais en tout cas, s'intéresser à l'évolution du mix à l'échelle européenne, ça devient de plus en plus pertinent. Ce qu'on voit, pour faire court, et la tendance très marquante, alors une sortie du charbon qui devrait être achevé d'ici une dizaine d'années. Le gaz stable, et il faut commencer à en sortir. La partie rouge, c'est juste éolien plus solaire.
Hein. Donc c'était environ 0% de l'électricité que nous consommions en Europe il y a une quinzaine d'années, environ 15% il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, on touche à un quart. Et même sans forcer, sans accélérer, rien qu'en prenant les projets qui sont dans les tuyaux, par exemple l'éolien offshore de la mer du Nord, où les projets sont déjà dans les cartons, donc et d'ici 2030, au regard de ce que ça va produire, donc ça c'est à peu près sécurisé, rien que cette part d'éolien offshore pèserait de l'ordre de 15% de l'électricité consommée en Union européenne, juste maritime, donc sans compter le terrestre. Hein. Donc vous allez voir les gigawatts prévus d'ici 2030. Tout ça pour dire que les énergies variables pèseraient de l'ordre de 50, peut-être plus, % de l'électricité consommée en Europe. Hein. Que dire d'autre, si ce n'est, évidemment, le nucléaire, vous le verrez, c'est plutôt orienté à la baisse. Il n'y a pas une volonté politique si forte et de toute façon, construire de nouvelles centrales prend du temps. Il y a des menaces climatiques croissantes qui pèsent sur l'hydraulique. Il faut savoir que rien que l'année dernière, par rapport à d'habitude, on a produit 20% d'électricité hydraulique en moins. Et l'hydraulique, c'est quand même de l'ordre de 10-15% de l'électricité qu'on consomme. Et donc c'est 20% en moins, et ce n'est qu'une sécheresse de 2022, pas une sécheresse de 2050. Et les capacités supplémentaires d'hydraulique, physiquement, sont quand même limitées. Donc voilà, ça limite nos options. On est obligé de sortir du gaz et du charbon. Et un autre défi qui se pose à nous, une fois qu'on a vu les options une à une, il nous reste l'éolien et le solaire qui doivent augmenter au maximum pour subvenir à nos besoins, ce qui pose évidemment des questions de gestion de la variabilité. Ce qu'on note, c'est quand même que par rapport à il y a 10 ans, mais notamment depuis quelques années, les experts et ingénieurs réseau, on les voit généralement de plus en plus confiants sur la possibilité de gérer un réseau dont les sources d'énergie sont de plus en plus variables. Vous vous rappelez peut-être du temps où dire « Oh mon Dieu, il va falloir multiplier les backups, enfin surdimensionner les capacités d'éolien et mettre des batteries partout ». Ce n'est plus du tout ce que dit l'état de l'art de la connaissance aujourd'hui. Hein, pardon, ça va être long de rentrer là-dedans, mais c'est un graphique tiré du rapport RTE pour illustrer notre compréhension de plus en plus fine de comment on gère un réseau électrique où la part d'éolien et de solaire augmente de plus en plus. Il y a de la flexibilité côté consommation, par exemple l'effacement, de la flexibilité côté production, par exemple les batteries, les réservoirs hydrauliques, les stations de transfert d'énergie par pompage et le thermique, espérons décarboné. Quand bien même il y aurait des capacités de gaz, ce n'est pas parce qu'il y aurait beaucoup de capacités qu'elles tourneraient une part importante du temps. C'est uniquement en cas de, par exemple, la fameuse nuit sans vent. Bon. Ces différents moyens de flexibilité jouent sur des pas de temps différents. Il y a des leviers de flexibilité intrajournaliers, d'autres technologies à échelle intra-hebdomadaire, intersaisonnière, interannuelle, etc. Par exemple, d'une année sur l'autre, il peut y avoir 25% de vent en moins, donc il faut savoir le gérer. On a quand même pas mal de simulations maintenant du vent et de l'ensoleillement disponible année après année pour voir comment on subvient à la demande. Que vous dire de plus, si ce n'est que les interconnexions aussi, on le voit, c'est un gros levier de flexibilité. Et ce qui n'apparaît pas ici, c'est aussi une confiance croissante sur la complémentarité entre éolien et solaire. Tout ça pour dire que le temps où on se disait « oulala, comment on va faire au-delà de 20% de solaire et éolien ?» Voilà, on est à près d'un quart et on n'est pas en train de se dire « oh mon Dieu, surtout pas 1% de plus, ça va devenir ingérable ». Globalement, et même le besoin en batterie ne se manifeste pas encore, et dans les simulations qu'on produit, il ne se manifeste pas forcément beaucoup avant des taux de pénétration d'éolien et de solaire beaucoup plus élevés que ceux qu'on a actuellement. Qui plus est, le coût des batteries a beaucoup diminué récemment. Mais à nouveau, le besoin n'est pas pressant et il y a beaucoup d'autres moyens de flexibilité que les batteries. C'est ce qui est important à retenir par rapport à ce qu'on pouvait penser il y a 5-10 ans. Simulation de la fameuse nuit sans vent. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il fait froid, les besoins sont au max. À nouveau, un graphique de RTE que vous pouvez aller voir à tête reposée où on fait jouer l'ensemble des leviers. Où vous le voyez là, on va dire sur le milieu du graphique, une période vraiment où le vent est très faible et donc la nuit, effectivement, il n'y a pas de soleil. Les moyens qu'on mobilise, on est à cette période-là potentiellement importateur d'électricité. Puis, quelques jours plus tard, le vent revient, la France devient exportatrice pour les autres pays. Voilà, tout ça est disponible à tête reposée, notamment si vous allez sur mon site, planb.info,
vous allez dans la section des interviews et remontez quelques interviews. Il y a un long exposé d'experts, de vrais experts, donc moi je ne suis que vulgarisateur, parfois maladroit peut-être, mais de vrais experts qui travaillent dans le domaine, qui font un cours, c'est un grand mot, mais une explication, une pédagogie de 1h, 1h30 à 4 professionnels du monde des renouvelables qui expliquent vraiment ce que signifie la flexibilité, quels sont les leviers, quels sont les progrès récents et pourquoi on peut gérer. Voilà. Je termine sur la question de la sobriété et du minimalisme. Alors là aussi, un article qui a été écrit par un de mes collègues, Loïc Sedel, sur mon blog, comment j'ai débranché le chauffage. Alors le titre est un peu provocateur. Est-ce que le minimalisme, la sobriété entrent en concurrence avec la rénovation? Après tout, il y a 3 mois difficiles à vivre. On se serre un peu les coudes, on prend des douches froides, que sais-je. Bon bref, on vit très bien à 15-16 degrés. Ce que dit Loïc dans cet article, c'est qu'il a investi de l'ordre de quelques centaines d'euros en vêtements chauds, donc pour éliminer les ponts thermiques entre son corps et l'extérieur. Donc il a renversé la logique en disant je ne vais pas adapter la température de la pièce aux envies de mon corps, je vais adapter mon corps à la température de la pièce. Bon, pourquoi pas? Et donc, avec quelques centaines d'euros investis, il économise plus que ça, je sais pas quoi, des milliers par an sur sa facture déjà. Alors, pourquoi pas? C'est bien quand on est peut-être jeune, un peu costaud, etc. Ça peut pas convenir à tout le monde. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, c'est un vrai levier, pouvoir vivre à 19 degrés, éventuellement à 17, bon, adapté selon l'âge, selon la constitution, que sais-je. Alors, les chiffres qu'on a eus, c'est qu'on a réussi, avec la crise de l'électricité et du gaz, en faisant très très peur aux gens sur les blackouts, il me semble, à économiser de l'ordre de 10-15% de notre consommation d'énergie, corriger des variations météorologiques, donc ça c'est l'automne dernier. Là, je pense qu'on est retombé un peu dans de mauvais travers, etc. Mais voilà, ça donne une idée de l'ordre de grandeur qu'on peut atteindre en mobilisant la population. Et là, c'est pas juste une minorité d'écolos motivés, c'était la population française. Donc on a pu économiser de l'ordre de 10% sur les quelques mois de fin 2022. Là, voilà. J'en ai fini. Et je laisse mon Rémi poursuivre. Moi, je vais vous parler un petit peu de travaux qu'on a menés conjointement avec différents modélisateurs du secteur du logement, spécifiquement au sein du secteur du bâtiment. Et donc de différents modélisateurs qui en général font des exercices qui sont inclus dans des exercices un peu plus grands, qui cherchent à modéliser la décarbonation en général de l'économie française. Je veux bien la zapette, s'il te plaît. Je sais pas qui. Merci. Et oui, bon, ça c'est ma présentation. Donc je travaille au Shift Project, je contribue au Shift Project, mais je suis aussi chef de projet dans une entreprise qui s'appelle Elliott, qui est un bureau d'études bâtiments, où je fais surtout de la stratégie de décarbonation pour les acteurs de l'immobilier et de l'aménagement. Je suis plutôt urbaniste qu'ingénieur bâtiment à la base. Le Shift Project, c'est un think tank qui peut être soutenu par des bénévoles qu'on appelle les shifters, etc. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, oui, c'est du coup des comparaisons entre différents scénarios spécifiquement sur la partie logement qu'on a mené avec, je vais tout de suite vous parler de ça, avec d'autres modélisateurs, donc en l'occurrence l'Institut Négawatt, la Compagnie des Négawatts, l'association, et l'ADEME, qui tous les deux, comme le Shift Project, ont récemment réalisé ou mis à jour des exercices de prospective qui visent à donner une idée, une voie ou plusieurs voies possibles, en l'occurrence pour l'ADEME, de comment on pourrait décarboner l'ensemble de l'économie française. C'est aussi le cas du Shift Project avec un exercice qu'on a appelé le PTEF. À l'ADEME, c'est l'exercice Transition 2050 qui est sorti l'année dernière et qui est très riche, hein, avec 4 scénarios assez différenciés. Et puis Négawatt, c'est le scénario Négawatt qui existe maintenant depuis un moment et qui a été mis à jour aussi l'année dernière. Donc en fait, il y a tous ces travaux qui étaient à peu près concomitants. Et puis il y a aussi sur la droite ce que vous voyez. Vous pouvez télécharger tout ça, hein, sur le site du Shift pour ceux qui prennent des photos. Vous aurez les diapos en meilleure qualité, c'est disponible. Et donc il y a aussi, je disais, Pouget Consultant qui a travaillé avec Carbon 4 sur
là, juste une étude prospective qui est spécifiquement délimitée sur le secteur du logement et qui vise à voir quels moyens il faudrait mettre dans la rénovation si on voulait respecter la trajectoire nationale de la stratégie nationale bas carbone, donc qui est notre récit commun et modélisé aussi avec un support quantitatif de comment atteindre la décarbonation, et donc qui nous dit globalement qu'il faut diviser les émissions de gaz à effet de serre par 6 et multiplier les puits de carbone par 2 à horizon 2050. C'est la deuxième version, elle est en train d'être actualisée en ce moment vers une troisième version. Donc cette SNBC, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit donc ce que je montre sur ce graphique. Je ne vous ai pas mis les petites flèches avec les ordres de grandeur, mais en gros c'est ça. Si, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus. Non, ah, pardon, non, c'est pas ça. Ouais, non, il faudrait que ça pointe l'écran. Mais en gros, ce qu'elle nous dit, si on regarde la courbe là, à peu près horizon 2015-2020, c'est là où elle démarrait au niveau de la simulation, c'est que on voit qu'il y a une grosse rupture de tendance entre les émissions tendancielles qui sont en pointillés noirs et puis les émissions qu'il faudrait réaliser dans chacun des secteurs de l'économie. Qui sont dans les différentes aires de couleurs, et donc on voit que la pente elle décroche par rapport à la baisse tendancielle des émissions parce qu'il faut devenir plus volontariste sur ces baisses d'émissions. Et donc c'est le cas pour l'ensemble des secteurs, c'est en particulier le cas pour des secteurs comme le logement et les transports qui reposent principalement, dont les consommations sont principalement liées à l'énergie, puisque sur le bâtiment, sur les logements, le bâtiment, on parle de la consommation, la construction des bâtiments, elle est ici dans le secteur industrie qui est en orange, pardon. Et donc sur l'usage des bâtiments, et comme c'est comme sur les transports, il faut arriver à une décarbonation qui est totale ou quasi totale à horizon 2050. On estimait en 2015 émettre à peu près 90 mégatonnes dans le bâtiment, et il fallait de CO2 donc chaque année. Ça représente à peu près 20% de la consommation, parce que c'est des ordres de grandeur qu'on a des émissions de gaz à effet de serre nationales chaque année. Il faut amener ça à peu près 5 tonnes en 2050. Donc vous voyez, 5 tonnes, c'est par rapport à 90, c'est pas loin d'être zéro. Avec un point de passage à 2030 qui était une réduction de 50%. Donc quand même assez conséquente. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, on a eu une baisse en tendance de ces émissions. Alors, le graphe est un petit peu compliqué, je ne vais pas forcément le commenter in extenso, mais ce qu'on voit globalement sur ce graphe, c'est que la courbe verte, qui est peut-être la plus importante, c'est la baisse globale des émissions de gaz à effet de serre dans les logements. Et donc on voit qu'effectivement en tendance il y a eu une baisse qui a commencé à peu près dans les années 2000, qui est due principalement à la baisse de déterminants qui sont l'intensité carbone de l'énergie. On a décarboné le réseau électrique quand même un petit peu, Cyrus en parlait, on a décarboné les réseaux de chaleur, qui sont l'efficacité énergétique. On construit des bâtiments neufs qui sont quand même très performants depuis les RT 2000, 2005 et puis surtout 2012. Et par contre, le problème, c'est que ces tendances-là, et on a isolé, pardon, quand même, il y a des politiques de rénovation, mais ces tendances-là, elles ont été contrées par d'autres tendances qui sont l'augmentation de la démographie. On a toujours quand même un sol naturel qui reste, ou qui est resté jusqu'à récemment positif. Et puis, ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire qu'on a des surfaces par individu, par habitant en France, qui sont de plus en plus grandes. Et donc, ces tendances-là, elles font que, en fait, on a baissé. Cyrus disait c'est stable en tendance lourde, on a baissé à peu près de 1% par an depuis 30 ans la consommation, les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, dans le logement, alors qu'en fait il faudrait, pour atteindre la rupture de pente là, dont je parlais sur la stratégie nationale bas carbone, plutôt être de l'ordre de 8% par an entre maintenant et 2050. Donc bon voilà, après ces chiffres-là, ils sont révisés parce qu'il y a beaucoup d'estimations, mais de toute façon, en ordre de grandeur, on voit qu'il y a une rupture conséquente de la tendance à réussir à mettre en œuvre. Donc, ce que font ces scénarios ici, là, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail maintenant, c'est qu'ils s'intéressent à comment réaliser cette rupture-là et jusqu'où il faudrait aller. Donc, globalement, ça c'était pour vous dire d'où on part, donc c'est des chiffres que Cyrus a déjà montrés, mais à peu près 460 TWh d'énergie finale consommée par le bâtiment, 70 mégatonnes de CO2, je vous disais, voilà les estimations, la méthode a été révisée récemment, donc on n'est plus forcément sur les 90 mégatonnes dont on parlait tout à l'heure pour le bâtiment, mais bon, ça vous donne une idée. Et donc, ces consommations et ces émissions-là, il faut les amener à des émissions proches de zéro et des consommations qui sont largement réduites
30 à 50% selon les scénarios, on va le voir après. Et donc les scénarios, et côté émissions de carbone, hein, quasiment 100% de baisse selon les scénarios. Alors comment on fait ça? Je vais essayer de vous présenter ça un petit peu plus autour du scénario du Shift que je connais mieux puisque je l'ai en grande partie contribué. Et puis en vous mettant ça en perspective avec les éléments des autres scénaristes pour voir un petit peu sur quels éléments en fait on est d'accord. Et il y en a beaucoup hein, sur ce sujet-là. Et sur quels éléments il y a encore des divergences, notamment dans les chiffres. Alors, je vais parler de ces points-là. Donc, ça, c'est les 4 axes qu'on a proposés pour un petit peu. Ils sont pas mal reliés hein, les uns avec les autres, mais on les a un peu segmentés pour articuler la pensée au Shift. Il y a un premier axe qui est celui de la rénovation énergétique, un deuxième axe qui est celui du contenu carbone de l'énergie. Un troisième sur la décarbonation du geste constructif. Je vais un petit peu moins vous parler de celui-là aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore fini complètement le travail de comparaison. Et puis un dernier axe qui est sur la quantité de construction neuve. Donc sur l'axe de la rénovation énergétique, vous voyez que je mélange un petit peu les diapos hein, entre le style Shift et le style ADEME, mais c'est parce que justement c'est collaboratif. Sur le sujet de la rénovation, déjà, la première chose, c'est qu'à horizon 2050, on a un parc de logements qui est radicalement différent de celui qu'on a aujourd'hui, avec une proportion très très importante de rénovation et en particulier de rénovation performante. Donc c'est-à-dire que c'est pas de la rénovation comme on fait majoritairement aujourd'hui en France. Ce qu'on fait majoritairement aujourd'hui en France, c'est pas du tout de la rénovation passive, c'est même pas de la rénovation BBC, c'est même pas de la rénovation globale où on met ensemble 2-3 gestes de travaux qui sont un petit peu cohérents, où on va isoler, étanchéifier et puis mettre une ventilation mécanique par exemple. C'est pas du tout la majorité. Aujourd'hui, la majorité des gestes de travaux, quand vous entendez le gouvernement dire c'est super ma prime rénov, on a fait 700 000 dossiers, à 85% c'est des changements de chauffage et quasiment tout le reste c'est des monogestes de travaux. Donc on vient changer les fenêtres, c'est un classique, on vient isoler les combles à 1 € par exemple, mais on fait rarement des gestes de travaux ensemble de manière cohérente. Donc ce que disent ces scénarios, c'est que globalement, si on veut atteindre des baisses de consommation qui sont cohérentes avec ce que nous dit la stratégie nationale bas carbone, il faudrait faire des rénovations beaucoup plus globales, si possible en une seule fois en s'attaquant à l'ensemble des postes de travaux en même temps pour que déjà les artisans puissent se parler entre eux et éviter les ponts thermiques, les inétanchéités à l'air ou que certains viennent défaire le travail des autres en perçant des membranes, etc. A posteriori. Et aussi qu'ils puissent se coordonner parce que si on fait des gestes de travaux de manière séparée. Évidemment, quand vous intervenez, vous ne pouvez pas parler à l'artisan du futur et vous ne pouvez pas coordonner les gestes de travaux entre eux. Donc, parfois, vous allez obérer le potentiel de baisse de consommation future et donc, potentiellement, on n'arrivera pas au global, aux objectifs. Donc, en gros, voilà, ça, c'est ce que disent ces scénarios. Il faut faire si possible des rénovations en une seule fois, peut-être en 2 ou 3 étapes, mais en tout cas des rénovations beaucoup plus globales que les rénovations par geste qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que ces rénovations globales qui nous amènent à peu près au niveau BBC Rénovation, qui c'est à peu près celui qui faisait consensus, elle compte pour une part importante, c'est la barre qui est en vert le plus vif là, qu'on retrouve comme importante dans quasiment tous les scénarios, sauf le S3, S4 de l'ADEME qui sont pas tout à fait orientés là-dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à lire quand même un petit peu ici les scénarios. Et que en fait, il reste dans le parc de logements une part très très faible de logements qui ont pas été rénovés. C'est la part grise qu'on voit tout en bas. Il en reste une part importante seulement dans le scénario S4 de l'ADEME, mais qui encore une fois est un petit peu particulier. Donc il n'est pas forcément très représentatif. Et donc, par contre, le nombre de logements qui a été rénové de manière performante, il est important dans l'ensemble des scénarios. Après, on voit, il y a une proportion qui peut varier un petit peu, sur laquelle on n'est pas forcément tous d'accord, soit du fait de parti pris, soit du fait d'incertitude. Mais globalement, on est quand même tous d'accord sur cette tendance qu'il faut en faire de toute façon beaucoup plus qu'aujourd'hui. Voilà, donc ça aboutit en tous les cas à des baisses de consommation importantes sur le parc. Pour faire ça, ça veut dire que la tendance par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il faut, sur les rénovations, les pousser au maximum. Donc ça veut dire s'attaquer au maximum de l'eau possible. Il y a des rénovations sur lesquelles on ne pourra pas faire d'ITE parce qu'on est dans des secteurs patrimoniaux, il y a des bâtiments sur terre-plein, on ne peut pas isoler le sol, etc. Mais
tout ce qu'on peut faire, par contre, il faut le faire, et il faut le faire avec des niveaux d'isolation ambitieux, qui ne nous amènent pas forcément au passif, mais qui sont au moins du niveau d'ambition qui nous permet aujourd'hui d'obtenir des aides type MaPrimeRénov', ou le CITE, c'est peut-être écrit sur cette diapo, c'était la même chose. Voilà, et donc tous les bâtiments n'atteindront pas le niveau BBC, mais il y a un certain nombre de bâtiments qui y arriveront, et ça permettra de compenser pour les bâtiments qui n'y arrivent pas. En termes d'ordre de grandeur, de nombre de gestes, ça veut dire que, donc, à la fois, il faut changer la qualité, c'est ce que je disais avant, mais il faut aussi changer la quantité. Aujourd'hui, ce type de rénovation-là performante, on en fait quelque part entre 0 et 100 000 par an, on ne sait pas trop le mesurer. En fait, il faudrait plutôt en faire quelque part entre 500 000 et 1 million. Là aussi, les scénaristes ne sont pas complètement d'accord sur l'ordre de grandeur. Nous, on dit 900 000 par an au Shift. La stratégie nationale bas carbone dit il faut amener ça progressivement à presque 1 million en 2050. Donc c'est un petit peu moins au global, mais on arrive à la fin sur les mêmes ordres de grandeur. Juste le système se transforme un peu plus lentement. Et Negawatt dit quelque chose d'assez similaire aussi. Bon, ça, voilà, j'en ai déjà parlé, j'avais des diapos sur la rénovation globale. Juste là-dessus, je signale que sur la rénovation par étape, donc qui serait un intermédiaire entre la rénovation par geste, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, et la rénovation globale en une seule fois, qui est la plus souhaitable, il y a des corpus techniques qui commencent à exister sur comment on fait mieux de la rénovation par étape, c'est-à-dire une rénovation où on assemble des lots qui sont techniquement cohérents entre eux, mais on ne fait peut-être pas tout parce qu'on n'a pas le budget. Je vous ai mis des liens ici. Il y a voilà, des projets ADEME comme celui de Dorémy et Negawatt, le projet B2C2 aussi mené par Pouget et Finergie qui regarde ça, le projet Expérience P2E sur lequel j'avais travaillé et qui nous disent à quoi il faut faire attention si jamais on veut séparer des lots de travaux et qu'on n'a pas les moyens de les faire en même temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Avec quelles mesures conservatoires? Et donc je vous invite à aller voir un petit peu ces référentiels et les outils qu'il nous propose. En tout cas, ça, donc cette tendance-là qu'on voit dans les scénarios de dire il faut faire de la rénovation plus globale, a priori c'est une tendance lourde parce qu'on sait que si on ne le fait pas, on n'atteindra pas les objectifs de parc BBC en moyenne. Hein. Ce que vous voyez là, c'est une évaluation de qu'est-ce qui se passe si j'arrive à faire du BBC en une étape ou en 2 étapes, j'arrive à peu près au niveau BBC en moyenne. Si je commence à faire 3 étapes ou plus, eh ben, a priori, je n'atteindrai pas les objectifs. Donc, a priori, même si on n'y est pas encore aujourd'hui, c'est une tendance qui devrait se mettre en place dans les prochaines années. Les aides publiques sont en train progressivement de s'adapter à ça, même si elles ne sont pas encore du tout au niveau. Et donc on espère que ça va prendre. A priori, ça devrait se faire. La France a quand même légiféré dans le sens de interdire à la location les passoires thermiques. Grâce au DPE opposable, etc. Et donc de pousser le parc vers des rénovations performantes, même si ça va concerner qu'un petit segment du parc, ça devrait permettre à la filière de commencer à s'alimenter en demande pour ce type de rénovation-là. Et en parallèle, il y a l'Europe qui est aussi en train de légiférer doucement dans ce sens-là. Là, en ce moment, on a une proposition alors qui est en discussion, hein, c'est un petit peu long, mais on a une proposition qui va beaucoup plus vite que la proposition française, puisque vous voyez en haut, on a la timeline des interdictions de location qui concernent que le parc en location au niveau France, avec une interdiction progressive des logements, des passoires énergétiques, qui est déjà en cours et qui va se renforcer jusqu'en 2028, interdiction des logements E, et en 2034, interdiction des logements qui sont moins bons que D. Alors qu'au niveau européen, vous voyez qu'on s'adresse à l'ensemble du parc et la proposition qui est en discussion en cours, alors qui ne passera pas telle quelle, mais qui est en discussion en cours en ce moment, c'est interdire tous les logements qui sont moins bons que la classe E d'ici 2030 et moins bons que la classe D d'ici 2033. Donc, même si cette proposition-là risque d'être amoindrie, eh ben, on sent qu'il va falloir mettre en place des marchés qui nous permettent de faire des rénovations beaucoup plus performantes. Les investissements, là, pareil, en tendance, ils sont doucement croissants hein, depuis quelques années. Malheureusement, ils sont encore 3 fois inférieurs à ce qu'il faudrait qu'on réalise
pour suivre la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. Ça, c'est des études de I4CE, qui est un autre think tank plus spécifiquement sur les questions économiques, qui nous dit qu'aujourd'hui, on réalise à peu près le bon nombre d'investissements en termes de rénovation par geste. Par contre, en termes de rénovation globale, on est à peu près à 0 sur une quantité qui est à peu près 2 fois supérieure à ce qu'il faudrait faire dans le par geste. Donc voilà, on est à peu près à 1/3 de ce qu'il faudrait faire. Sur le sujet de la décarbonation de l'énergie, alors je parle plus spécifiquement de la décarbonation de la chaleur, puisque c'est la première énergie qu'on consomme dans le logement et c'est celle sur laquelle on peut le plus travailler. Là-dessus, les scénarios, ils ont aussi des tendances communes qui sont assez importantes, à savoir l'éradication du fioul, une baisse très très substantielle du nombre de logements chauffés au gaz, et puis une électrification assez forte, en particulier via les pompes à chaleur que mentionnait Cyrus tout à l'heure. Ça, c'est une tendance, alors je ne commande pas beaucoup plus le graphe, hein, encore une fois, je vous laisserai le regarder. Là où on voit qu'il y a des divergences, c'est effectivement sur le nombre de logements électrifiés à la pompe à chaleur, électrifiés au chauffage direct par effet Joule, et sur le nombre de logements qui vont reposer sur les réseaux de chaleur urbains. Est-ce qu'on va réussir à en connecter plus ou moins? Mais globalement, on est sur ces tendances communes de plus en plus de réseaux de chaleur, de plus en plus de pompes à chaleur, et puis le reste, c'est un peu des variables d'ajustement, quoi. Et donc sur ce qu'on voit sur le scénario shift, c'est que nous on parie plutôt dans l'individuel sur la pompe à chaleur, comme disait Cyrus, game changer, parce qu'aujourd'hui c'est une technologie qui est mature, qui est en train de vraiment prendre, et puis un petit peu de bois, un petit peu d'effet Joule, vous voyez, qui vont venir répondre aux situations où on ne peut pas avoir de pompe à chaleur. Dans le collectif, plus difficile de mettre de la pompe à chaleur, il y en aura un petit peu. A priori, on s'attend à ce que les technos soient de plus en plus matures, puis qu'elles se couplent de mieux en mieux avec de la géothermie, etc., et de la rénovation performante dans les années qui vont venir sur la fin, mais ça va être un peu plus tardif. Par contre, beaucoup de chauffage urbain, ça c'est déjà quelque chose qui est en cours avec des appels à projets. Après, on n'est pas encore tout à fait au rythme souhaité. Et donc je disais, oui, cette techno là de la pompe à chaleur, elle est mature. Par contre, il faut quand même se rappeler qu'en tendance, ça fait que depuis 2018-2019 qu'on vend plus de pompes à chaleur que de chaudières fioul et gaz. Donc on a encore du chemin à faire, même si voilà, là, les trajectoires exponentielles vont nous aider. Réseau de chaleur, je le disais, pareil, la tendance, elle est assez lourde sur la décarbonation. C'est la courbe du bas. Depuis 10 ans qu'on s'intéresse au contenu carbone des réseaux de chaleur, on a réussi à les diviser à peu près par 2. C'est cette intensité carbone du kilowattheure délivré, et c'est en train de continuer à baisser. Là-dessus, on travaille beaucoup. C'est pas compliqué à faire parce que c'est des acteurs industriels. Ils sont pas trop nombreux. Il y a 700-800 réseaux de chaleur en France. Ils ont la capacité de planifier des investissements sur le long terme. Et donc, si on leur dit baissez votre contenu carbone, on réglemente, on incite, eh ben, ils peuvent le faire. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est d'en connecter suffisamment. Là, on est en train de rater, pour l'instant, les objectifs de la PPE et la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc là-dessus, il faut quand même accélérer. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement d'aller vers ces énergies de chauffage décarbonées, et puis de coupler ça avec donc la baisse des consommations dont je parlais tout à l'heure. Ce que vous voyez là sur ce graphe, c'est que ça nous permet d'annihiler quasiment complètement les consommations d'énergie fossile qui sont en haut là en gris et noir, malgré le talon de logements collectifs qui vont rester au gaz. Parce qu'en fait, on a des logements sur lesquels ça va être difficile de se débarrasser du gaz, ça va être loin de l'optimum technico-économique. Je pense notamment aux logements collectifs avec des chaudières individuelles gaz. Il y en a sans doute un certain nombre d'entre vous qui ont déjà fait des opérations où on vient retirer des colonnes de distribution collective, etc. Ça se fait, malheureusement, ça coûte un peu cher, donc ça ne se fera pas partout. Mais sur ces logements-là, il va falloir isoler au maximum pour réduire la consommation de gaz à presque rien. Ici, vous le voyez, un petit bandeau. Parce que le sujet, c'est que même si on va en garder un petit peu du gaz, il faut que ce soit plus du gaz fossile en 2050 pour être neutre en carbone. Il faut que ce soit du biogaz. Et le biogaz, on peut en produire une quantité limitée. Là, Cyrus le montrait tout à l'heure, quelque part entre 100 et 150 TWh. Cette quantité-là, elle est limitée par la quantité de biomasse et finalement donc la quantité de sol qu'on peut consacrer à la production. Donc voilà, partout où il faut le substituer par autre chose, où on peut le substituer par autre chose, il faut le faire. Et donc c'est le cas dans le bâtiment. Et comme ça, on peut garder plus de biomasse et de bioénergie pour d'autres secteurs où ça va être plus difficile de s'en passer, comme l'industrie, comme l'aviation, etc. Je conclue rapidement, je ne sais pas, je dépasse pas trop, sur la quantité de construction de logements neufs. Aujourd'hui, donc,
on sait que c'est des impacts importants, la construction neuve. On ne sait pas exactement dire combien, mais on peut estimer que c'est à peu près la moitié de l'usage des bâtiments. Je disais tout à l'heure, l'usage des bâtiments, c'est à peu près 20% des consommations, des émissions de gaz à effet de serre en France. La construction de bâtiments, ce serait à peu près la moitié de ça. Donc ça veut dire qu'il faut réduire ça drastiquement. On est en cours de décarboner le geste constructif grâce à la RE 2020. En tout cas, pour l'instant, les acteurs se mettent en ordre de marche pour le faire. On va voir si on va réussir à tenir la trajectoire qu'elle a posée. Mais c'est quelque chose qui est a priori en cours. A priori, ça ne suffira pas complètement pour atteindre les objectifs que la stratégie nationale bas carbone a fixés sur l'industrie, qui sont de baisser d'à peu près 80% les émissions d'ici 2050. Ce qui est plutôt positif, là où on a plutôt de la chance, c'est qu'en fait, la démographie dont je disais tout à l'heure qu'elle continue à augmenter, eh bien, elle va se tasser un petit peu. Et donc, le nombre de nouveaux ménages qu'il y aura chaque année en 2050, qui est le premier déterminant du besoin en logement neuf, eh bien, il va se réduire. C'est-à-dire qu'on aura toujours des nouveaux ménages, parce qu'il y aura toujours de la décohabitation, mais il y aura à peu près 2 fois moins de nouveaux ménages chaque année qu'aujourd'hui. Donc ça veut dire un besoin en logement qui va être largement réduit, peut-être pas divisé par 2, parce qu'il y a d'autres facteurs de besoin en nouveau logement, mais qui va se réduire. Et donc ça, c'est identifié par l'ensemble des prospectivistes. Et donc ça veut dire que l'ensemble des prospectivistes, ils prévoient que le nombre de constructions neuves se réduise. Et donc c'est ce qu'on voit là sur ces différentes courbes. En fait, vous voyez que la courbe grise est plus petite que la courbe, enfin la barre grise est plus petite que la barre orange, qui est plus petite que la barre bleue dans l'ensemble des scénarios. Donc ça veut dire que sur la décennie 2040, on construit moins de logements que sur 2030-2040 et sur qui elle-même construit moins de logements que 2020-2030. Donc vous voyez que les scénarios ne sont pas tout à fait d'accord sur combien ça va être exactement, mais globalement cette tendance, elle est présente partout. Et selon les scénarios, on pense même qu'elle pourrait être accélérée par rapport à cette tendance démographique par des pratiques plus ou moins volontaristes de relocalisation de l'économie qui pourrait se faire partiellement à l'aune de la transition. Selon les scénarios, on a des gens qui disent en fait il faudrait plus de main-d'œuvre agricole, donc ça veut dire plus de gens dans des territoires ruraux où on a déjà un certain nombre de logements qui ne sont pas occupés aujourd'hui. Donc on pourrait aller réhabiter dans ces logements-là en les rénovant, etc. Et donc avoir besoin de moins construire. Ça pourrait être aussi de mieux fluidifier le parc pour que les surfaces soient plus en cohérence avec les tailles des ménages qui les habitent. Aujourd'hui, on sous-occupe largement notre parc. Donc il y a des améliorations à aller chercher là-dessus qui sont plutôt organisationnelles, qui sont plutôt de l'ordre de la sobriété et que voilà, qu'on commence à avoir un certain nombre d'acteurs économiques qui s'y intéressent. Donc ça pourrait aussi être une tendance forte, sur laquelle on n'est pas tous d'accord. Cependant, je ressouligne quand même qu'il y a différentes choses qui sont envisageables sur l'ADEME, sur leurs scénarios très différenciés. Ils ont des scénarios où ils se disent même, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'aller démolir beaucoup de logements et de reconstruire avec beaucoup de logements neufs qui vont être très performants, là où sur des logements existants, on n'arrivera pas forcément à les rénover à des niveaux performants, en particulier si on cible la démolition sur des logements qu'on aura du mal à sortir des énergies fossiles et qui sont peu performants, qu'on n'arrivera pas forcément, qui sont un peu irrécupérables. Est-ce qu'on n'arriverait pas à des meilleurs résultats ? A priori, le scénario S3, c'est pas le meilleur au global. Il est moins performant que le S1 et le S2 sur la quantité de carbone émise à la fin, mais voilà, il parvient bon an mal an à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Donc le débat est pas complètement tranché, mais globalement quand même on s'oriente plutôt vers la baisse des constructions neuves. Et donc ce petit dernier graphique là, c'est pour mettre ça en perspective, je disais, entre les émissions de l'usage qui sont ici en jaune, où on retrouve la courbe de décroissance un peu exponentielle que j'ai projetée un peu plus tôt, et puis les émissions qui sont liées aux gestes constructifs en construction et en rénovation. On voit aujourd'hui qu'ils constituent à peu près la moitié de la courbe jaune, mais si on fait bien le boulot de rénovation dans les années qui viennent, ça c'est le scénario du Shift, avec un nombre de rénovations qui arrive rapidement à un palier autour de 900 000 par an, rénovation globale, et ça veut dire qu'on va faire baisser très rapidement la courbe jaune. Vous voyez là, dès les premières années, en fait, elle a une décroissance exponentielle. Et puis,
les courbes orange et bleu, et la courbe orange, elle va se tasser doucement avec la décarbonation du geste constructif grâce à la RE 2020, donc c'est la construction neuve. Et puis à la fin, elle va se tasser parce qu'on construit de moins en moins. Et la courbe bleue, c'est la rénovation. Elle va plutôt avoir tendance à croître parce qu'on va rénover de plus en plus de logements. Et puis ensuite, quand on sera arrivé au palier et qu'on va décarboner le geste constructif, elle va se réduire un petit peu. Mais si on se met à construire un peu moins, mais malgré tout à rénover beaucoup plus, on voit que finalement ces émissions liées au geste constructif, elles vont plutôt avoir tendance à croître en proportion par rapport à l'usage des logements et finalement elles vont dans la décennie 2030 prendre le pas sur les émissions de l'usage. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de s'occuper de ces deux sujets-là en parallèle et de front. Voilà. Et voilà, je vais conclure là-dessus.